Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et salut Johan, bienvenue. Salut Cédric, merci pour l'invitation et Mais avec salut à grand toutes et à plaisir. tous. Comment vas-tu aujourd'hui? Nickel, Ouais, en pleine nickel. forme? La Pleine rentrée forme. se passe bien. Un peu compliqué, on va dire, mais Ah passer de ouais, la beaucoup. Réunion à la Suisse, c'est pas le même climat. Bref, On voyage beaucoup. c'est ça, c'est ça. Bon, bah top. Hop, bah écoutez, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a un petit peu de monde aujourd'hui, encore désolé pour le petit changement de dernière minute, mais je vois que ça, vous êtes quand même là, donc ça fait plaisir. Donc on va pouvoir démarrer ce webinaire dans quelques minutes. C'est notre premier webinaire de rentrée. Et comme tous les webinaires qu'on fait chez Promise, sera disponible sur notre chaîne YouTube dans la journée ou éventuellement début de semaine prochaine si ma fin de semaine est un peu chargée. Dans tous les cas, voilà, le replay sera disponible. Et puis, bah, comme vous le savez, il y a une partie onglet chat, questions, où vous pouvez interagir, poser des questions à tout moment. Je m'assurerai que chacune des questions soit répondue. Eh ben, let's go. Quoi de mieux pour commencer qu'on se fasse une petite intro rapide pour se présenter à l'audience. Je te laisse te présenter, Yohan. Yes, alors moi je m'appelle Johan Thirion. Aujourd'hui je suis venu vous parler du petit guide de survie dans le développement logiciel. Euh, je reviendrai dessus après sur le contexte et comment ça va se dérouler. Du coup, moi, je suis qui? Je suis Johan, donc, mais je suis coach agile technique pour une boîte qui s'appelle Pixis, Pixis Suisse. Ça veut dire quoi, coach agile technique? Ça veut dire que j'accompagne des équipes à la fois sur le volet process organisationnel, donc mise en place de rituels d'amélioration continue, mise en place de cadres ou de frameworks, enfin, peu importe, pour les accompagner plutôt sur ces axes-là, mais aussi sur leurs pratiques techniques. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Je vous présenterai des pratiques qui peuvent faire du sens dans votre contexte. Moi, je suis pas un grand dogmatique, donc je pense qu'il faut réellement prendre ce qui nous fait du sens à l'instant T, expérimenter, se faire son idée, et puis continuer si ça fait du sens. Voilà pour Bah, ma super. part. Yes. Bah, de mon côté aussi, pour me présenter, je suis donc Cédric Téton, je suis cofondateur et CEO de Promise. On est un éditeur de logiciels, on développe une solution de partage de connaissances et de best practice à destination plutôt des profils tech leaders qui ont pour mission de coacher des équipes de dev, à faire monter en compétences, à faire progresser les devs sur tout un ensemble de standards de code. Et donc, on a développé une solution qui est totalement intégrée dans l'écosystème des devs, justement, pour faciliter les process de revue de code et d'onboarding des devs. Et donc, forcément, quand on parle de bonnes pratiques, de craft, de mob programming tel que je le vois, c'est forcément des sujets qui nous intéressent également. Et donc, je suis ravi que tu sois là aujourd'hui pour en parler avec nous, Johan. Top. Ah oui, petit instant pub aussi, j'en profite. Ouais, Je suis je t'en aussi prie. créateur du Meetup Craft Luxembourg. Enfin, je suis plus le host, j'ai refilé le bébé à des amis. Mais je vous invite aussi, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, en plus des webinaires Promise, on organise aussi des trucs vraiment cool aussi dans ce Meetup-là. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est souvent en ligne. La majeure partie du temps, c'est en ligne. Donc, typiquement dans le pipe cette semaine, c'était sur Jeepster. Donc, c'est super intéressant. Sympa. Ouais, carrément, ça a l'air. Ouais. Ok. Ok, Ouais, je propose qu'on démarre. allez, allons-y. C'est parti. Alors, pour contextualiser le sujet du jour, l'idée, c'est quoi? C'est de vous partager certaines pratiques qui, moi, m'ont sauvé la vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par sauver la vie, avec des guillemets? C'est vraiment des pratiques que je regrette d'avoir découvert que trop tard. Des choses qui m'ont permis de tacler, qui m'auraient permis de travailler beaucoup plus efficacement avec du legacy, des pratiques qui auraient pu me permettre, et quand je dis moi, c'est aussi dans les équipes dans lesquelles je faisais du dev, bah, de mieux réussir, d'avoir une meilleure couverture de test, d'être plus confiant quand on couvrait une fonctionnalité de test, etc., etc. Donc, je vais parler de pratiques qui sont moins connues que celles qu'on a l'habitude de voir. Vous connaissez peut-être aussi, mais tout ce qui va être test-driven development ou ce genre de choses, je vais pas les traiter aujourd'hui. Je vais réellement aller sur des pratiques qui sont peut-être un peu moins connues, méconnues, on va dire. Pour ça, je voudrais juste contextualiser. Vous avez probablement déjà entendu parler d'Accelerate, ce qu'on appelle la science derrière DevOps. L'idée de contextualiser avec Accelerate, c'est vous présenter que ces pratiques-là, elles s'inscrivent réellement dans la lignée d'observations qui ont été faites et c'est pas des observations uniquement au feeling. Il y a réellement des métriques objectivées derrière qui permettent de dire que ces
pratiques-là permettent de stimuler positivement des métriques qui permettent d'atteindre un objectif d'entreprise qui est peut-être de délivrer plus rapidement et de délivrer des systèmes qui sont les plus stables possibles. Et donc, dans Accelerate, juste pour contextualiser la chose, c'est vraiment, il faut voir ça comme une étude scientifique sur nos pratiques en entreprise, nos pratiques de delivery. Ils ont pu identifier qu'à minima, si on voulait mesurer l'efficience d'une organisation, il fallait mesurer ce qu'on appelle le débit, le throughput ici. Donc, on va mesurer la rapidité de mise à disposition du code ou de fonctionnalité en production. Et on va aussi mesurer la qualité du code livré. Donc, ils ont réussi comme ça à créer 4 métriques et à valider qu'il y avait des capabilities, donc on va dire des grandes familles, des grandes typologies de pratiques et de techniques qui permettaient de stimuler positivement ces différentes métriques de débit et de stabilité. Donc, quand on va pousser des pratiques ou quand on va vouloir expérimenter ces pratiques en entreprise, c'est pour ça que je préfère l'introduire comme ça va être assez simple de les inscrire dans un cadre scientifique et dans un cadre d'expérimentation sous couvert d'une casquette accélérée, on va dire. Je préfère le contextualiser de cette manière-là parce que souvent on me dit en entreprise, ouais, c'est difficile de mettre en place du TDD, c'est difficile d'expérimenter du TDD, c'est difficile d'aller sur du BDD, etc., etc. Je pense qu'il y a peut-être une strate managériale à convaincre à un moment donné et rassurer via des chiffres et via une étude scientifique, ça peut être super intéressant. C'est pour ça que je contextualise de cette manière-là. Je vous encourage, quand vous allez vouloir amener des expérimentations dans vos équipes, de réellement le contextualiser de cette manière-là. Petite curiosité, Yoann, dans les contextes où tu interviens, où tu es intervenu récemment, vous avez réussi à les mettre en place, ces Dorametrics, en termes de mesures? Ça dépend lesquels. Ouais. Parce que vous avez essayé déjà. Enfin, je ne sais pas si c'est un objectif, mais c'est plus est-ce que les gens arrivent à l'implémenter justement? Ouais, alors dépendant de l'automatisation qu'on a dans les entreprises, ça peut être plus ou moins facile. Typiquement, la fréquence de déploiement, c'est quelque chose qu'on peut mesurer assez facilement. Si on pense au débit, fréquence de déploiement, on a souvent des outils qui nous permettent de déployer. Donc, c'est juste récolter de la data. Ça va être très simple de consolider ça, de voir par équipe c'est quoi la fréquence de déploiement et même globalement. Le lead time for changes, en fait, c'est pareil, on prend un commit, on voit combien de temps on met ce commit pour aller en production. Donc, si tout est automatisé dans la chaîne, en fait, c'est très simple à construire. Il y en a d'autres qui sont plus compliqués, notamment dans les métriques de stabilité. Le change failure rate, c'est quoi? Sur après combien de mises en production, en gros, on a des defects qui sont introduits à cause de cette mise en prod là. Donc, une régression ou un defect ou un bug, etc. Donc ça veut dire qu'il faut le traquer. Donc, il y a des process manuels. Donc ça, c'est souvent plus difficile à mesurer. Le mean time to restore aussi, c'est pareil, ça va dépendre aussi des initiatives internes, souvent côté operating. Et là, c'est mean time to restore, c'est réellement c'est quoi le temps moyen qu'on met pour restaurer un service s'il est tombé, par exemple. Ouais, je comprends. Et là, ça va dépendre des process internes et c'est souvent, vu que c'est encore ségrégé dans beaucoup d'organisations, dev et ops, on n'a souvent pas les mêmes outils, on n'a souvent pas les mêmes préoccupations. Donc, on va dire que les métriques de stabilité sont plus difficiles à mettre en place que celles de débit, en fait. Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, ouais, pas de souci. Hein. Du coup, je vous invite vraiment dans le chat à poser vos questions au fil de l'eau, comme vient de faire Cédric Lerleira. Et l'idée pour aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir des pratiques ensemble, découvrir ou de creuser des pratiques. Pour ça, j'en ai 7 qui sont détaillés sur ce board-là. Je voulais faire du live coding, mais je pense pas que j'aurai trop de temps, donc on verra jusqu'où on pourra aller. Histoire de pouvoir sélectionner ce sur quoi vous avez envie de discuter aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de faire un sondage. Donc voilà, nickel. Il apparaît sous vos yeux. Ah, super, ça marche. Nickel. Et donc là, vraiment, j'ai formulé ça sous forme de questions. Quelles sont les 3 questions que vous voudriez traiter lors de ce webinaire? Et on va essayer de voir lesquelles sont à quelles questions vous avez envie de répondre aujourd'hui. Donc, on l'a plus positionné du point de vue problématique. Quels sont les problèmes que vous voudriez tacler à l'heure actuelle? Et on va voir quelle pratique peut nous aider. En fonction de vos problèmes communs, on ira sur telle ou telle pratique. Donc, vous pouvez en sélectionner jusqu'à 3, si ça marche bien. Oui, normalement, on peut faire des réponses multiples. Ça va. Je vais l'ignorer pour l'instant. Hop. Tu avais mis un timer, je sais pas. Alors... Non, ouais, il y en a encore. Alors, j'ai les réponses.
Hop, qui apparaissent. Alors, je te donne le top 3. Je ne sais pas si tu vois les Vas-y, réponses. top 3. Non, je vois pas les réponses, mais... Alors, comment on peut aller plus loin sur notre amélioration continue? Comment on peut se rassurer sur la qualité de nos tests? Et ensuite, on a ex aequo, comment je peux travailler sereinement quand je dois itérer sur du code legacy et comment identifier des cas de test auxquels je n'aurais pas pensé. Donc, il y a un petit groupe de tests, qualité de test et identifier les cas de test. Et Yes. il y en a plusieurs à 7. On a 4 réponses en Ah merde. troisième position. Améliorer compréhension commune entre experts techniques et métiers également, et mieux diffuser la connaissance au sein des organisations. Donc, c'est intéressant parce que tu as ciblé finalement voilà, 7 thématiques qui semblent toutes très intéressantes, quoi. Finalement, elles sont toutes quasiment ex aequo, quoi. C'est ça qui est marrant. Ouais, c'est Voilà. Donc, clair. je ne t'aide pas trop, mais voilà. Ça va. Bon, on va commencer par la première, par les deux premières. C'était la qualité des tests et l'amélioration continue. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Tout à fait. Ben, on va déjà partir là-dessus. Alors du coup, les pratiques que je vais vous montrer, c'est une réponse partielle, hein, forcément, à la question, et que je vous invite à expérimenter. On va commencer par la première. Du coup, la question, c'était comment améliorer, comment on peut, je sais plus comment j'avais formulé, mais comment on peut améliorer, aller plus loin sur notre amélioration continue. Et je vous invite à regarder ça. Hop là. Alors, en fait, quand on parle d'amélioration continue, il faut voir un peu de quoi on parle. Et en fait, le process d'amélioration continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se poser régulièrement pour faire de l'inspection et d'adaptation. Donc, c'est quoi? C'est prendre du recul par rapport à la manière dont on travaille, par rapport à ce qui se passe au sein de notre équipe et qu'est-ce qu'on peut améliorer au sein de notre équipe. Et ce que je vois souvent dans les organisations et dans les équipes agiles, qu'on fasse du Scrum, du Kanban, enfin, peu importe ce qu'on fait, c'est souvent les mêmes problématiques qui vont ressortir. On va souvent tomber à sec de réponses sur les problématiques qu'on va rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas d'amélioration continue sans apprentissage continu. Euh, notre capacité à nous améliorer va être fortement corrélée à notre capacité à apprendre, parce qu'en fait, notre capacité à nous améliorer, en fait, elle va être limitée par la connaissance du groupe, la connaissance de l'équipe. Et donc pour ça, depuis quelques années, moi j'ai expérimenté des formats d'apprentissage continu et d'apprentissage collectif qui nous permettent justement d'aller vraiment vers du comment? Pardon, j'ai perdu le fil, j'ai eu une question, j'ai perdu le fil. Flemme de la politique, je préfère la technique. C'est intéressant. Donc pour ça, ce que j'ai essayé d'expérimenter dans des équipes, c'est vraiment des formats que j'ai créés qui s'appellent les extrêmes. Alors rien à voir avec de la politique pour le coup. C'est pour ça que ça a fait directement écho avec extrême et politique. Donc rien à voir avec de la politique. L'idée c'est quoi ici? C'est vraiment de favoriser l'amélioration continue, enfin l'apprentissage pour s'améliorer dans notre capacité à faire de l'amélioration continue. En fait. Donc pour ça, Extreme, c'est quoi? C'est deux formats que j'ai créés qui s'appellent Extreme Reading et Extreme Watch. Extreme Reading, c'est quoi? C'est se poser en équipe, prendre du temps, on va dire 2 heures par exemple, prendre du temps pour faire de la lecture collaborative. L'idée de la lecture collaborative, c'est potentiellement on a identifié un point qu'on aimerait craquer, on achète des bouquins qui sont relatifs à ce thème-là, et on va essayer de creuser pendant une session d'extreme reading, on va essayer de creuser ces différents livres et on va voir ce que ça peut nous apporter. Dans un extreme reading, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire de manière collaborative. Donc chacun va venir avec un bouquin. On va créer des groupes de 3. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des itérations de lecture. Une première itération, par exemple, de 25 minutes, dans laquelle on va lire complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de faire, dans le sens où au bout des 25 minutes, on va devoir restituer ce qu'on a pu, enfin, on va devoir se mettre dans la posture de restituer ce qu'on a pu découvrir du livre. Et donc, ça change complètement la vision de la lecture. Et notre optique, c'est quoi? C'est de restituer réellement au groupe à la fin. Et on va faire 2 itérations comme ça, donc on va avoir en main 2 livres pendant 2 fois 25 minutes. Et à la fin, l'idée, c'est réellement de faire en sorte de débriefer tous ensemble en groupe de 3, enfin tous ensemble dans les groupes de 3, et voir un petit peu ce que ça nous a appris, ce que ça nous permettrait d'engager par la suite, en termes d'action, en termes d'apprentissage, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin sur le sujet, est-ce qu'on voit que ça peut nous aider dans notre quotidien, etc. etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'ouvrir nos œillères.
Et pareil, Extreme Watch, l'idée c'est quoi? C'est de la même manière que la lecture, c'est une activité qui est fortement individuelle, ben, on va essayer de faire en sorte que euh, la veille technologique se fasse de manière, on va dire, de manière collective. Et l'idée, c'est qu'on ait réellement des étapes individuelles et des étapes collectives. Je ne vais pas aller plus loin sur les formats, on vous enverra le lien sur le board, mais c'est réellement transformer ces activités qui sont fortement individuelles en activités collectives pour favoriser l'apprentissage collectif, encore une fois, stimuler l'intelligence collective, partager ses connaissances potentiellement, ses passions, apprendre en groupe. Et l'idée, c'est réellement de s'améliorer sur notre apprentissage continu, c'est d'ouvrir réellement, s'ouvrir au champ des possibles. Pour l'extrême watch, je vous encourage à l'essayer. Enfin, je vous encourage à essayer les deux, mais extrême watch, je vous encourage à l'essayer, à vous poser réellement la question. À la fin, une fois que vous aurez partagé, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais une fois que vous aurez fait les partages, de vous poser des questions. Comment on peut le mettre en œuvre chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire entrer dans notre quotidien? Est-ce que ça alimenterait pas notre tech radar si on a découvert une nouvelle technologie? Est-ce que ça ne nous permettrait pas de dire ce truc-là, il est dans notre radar, on aimerait bien le faire rentrer sur les prochains projets sur lesquels on va travailler, etc., etc. Intéressant. Alors, ça me fait penser à l'extreme reading, un format que j'avais expérimenté de book club, mais c'est une forme un peu différente. On se retrouvait toutes les 2 semaines, il fallait qu'on lise un chapitre et on faisait une restitution. Là, t'es plus finalement, c'est un peu comme du mob book club, quoi. C'est-à-dire tu le lis ensemble en live et tu restitues à chaud. C'est ça, Euh, ouais. tu fais vraiment tout ensemble, quoi. Et du coup, petite curiosité, le Extreme Watch, est-ce que c'est faisable dans un contexte un peu remote, quoi? Parce que finalement, c'est en gros, tu regardes une vidéo YouTube, quoi, en gros, une conf inspirant, ce que tu veux. Euh, Alors, ouais, c'est largement faisable en remote. ouais, L'idée, c'est encore une fois, c'est de créer des groupes. ouais, En fait, tu as une partie brainstorming. Tu vas aller voir tes fils d'actu. Tu vas mm, aller, je sais pas ce que tu vas faire, enfin, dépendant de mm, ce que tu veux tacler. bien Tu vas sûr. réellement proposer au reste du groupe. On va se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de traiter durant la session. Et puis, on Ouais, va créer des groupes d'intérêt. Et après, en fait, chaque groupe va plonger sur des sujets. Il peut y avoir 3 sujets en parallèle, N sujets en parallèle. Et puis, à la fin, d'accord. on va réellement mettre en commun, enfin, partager la connaissance qu'on a pu acquérir. Alors, il y a des limites à l'exercice, très clairement. C'est pas un exercice journalistique où tu vas avoir Mm, vue et contre-opinion, etc. Mais ça permet en tout cas de découvrir, de s'ouvrir réellement à plein d'autres sujets, en fait. Et pareil, en fait, ce qui est super intéressant avec ce genre d'exercice, c'est que vu qu'on va faire la veille ou la lecture en groupe, on va voir des choses qui sont totalement différentes. mm. C'est pas les mêmes biais cognitifs qui vont s'activer. On va pas avoir le même regard sur un livre, sur les informations qu'on va pouvoir capter dans une seule session d'extrême watch, même si on travaille sur le même sujet. Ça, c'est Ouais, je super riche comprends. en fait. Et culturellement aussi, fonction de nos cultures, fonction de notre passé, etc. Ok, bah, hyper intéressant en tout cas. Je vous invite à tester. Vous aurez le lien sur le board. Vous pouvez aller télécharger des infographies. Il y a tout ce qu'il faut en ligne pour faciliter librement. Et du coup, tu times ça, tu fais 25 minutes, par exemple pour l'extrême watch, tu fais une petite demi-heure, après tu te laisses une demi-heure pour l'échange. En gros, c'est-à-dire que la session totale, c'est quoi? C'est 1 heure à peu près? 2 heures? Entre 1 heure et 1 h 30, on peut le Ouais, faire, d'accord. Ok. dépendant de ce qu'on veut passer, du nombre de personnes qui sont présentes en fait. D'accord, Mais ok. ça se cale vraiment bien, parce qu'après, on peut juste faire des débriefs, ce que j'appelle débriefs Hmm, collectifs, ça peut se faire en petits groupes ou quoi. J'ai d'accord. déjà fait des extreme reading, par exemple, à plus de 50 personnes en conférence. Donc ça marche vraiment bien. Là-dessus, il y a Ok, pas de problématique de scaling ou quoi que ce soit, quoi. ça marche. Euh, ok, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur les sujets. Euh, du coup, je vais enchaîner sur le deuxième, si ça vous va. C'était sur la qualité de vos tests. Oui, tout à fait. Je regarde, ouais, c'est ça. Comment on peut se rassurer sur la qualité de nos tests? Où est-ce que je retrouve? Hop. Ouais. Pour ceux Alors, qui connaissent pas Johan, sachez qu'il a t'as quand même un certain talent de création visuelle, je trouve, qu'il qu'il faut saluer. Tu fais quand merci. même des infographies très chouettes. Ouais, merci, c'est sympa. Il y en avait une de Softwarecraft, du bouquin Softwarecraft dessus, si vous voulez la télécharger et la regarder. Il y a plein de choses intéressantes dans ce bouquin. Elle est au-dessus dans le board. Du coup, comment s'assurer de la qualité de nos tests? Je sais pas, et là c'est peut-être un truc à demander dans le chat. Qui connaît et qui utilise le principe de mutation testing, alors que ce soit avec un outil ou manuellement, on va dire. Je vous laisse juste réagir, mettre Ouais, un petit poussin dans le chat si vous utilisez. Yes, donc Johan, ouais. Un seul? un seul. Ah, deux.
Ok, Il y a quelques personnes voilà, qui connaissent. Ouais. top. C'est bien. Ok, cool. Bah c'est bien, ça veut dire qu'il y en a qui l'ont peut-être pas, qui ont peut-être Je- pas encore utilisé. Bah eh ben, tant Jean, mieux. écoute, Parfait. je crois que tu es au bon endroit. Ne bouge pas. Ouais. Alors, et ça tombe bien parce que ça va être super simple Ah, Striker. d'implémentation. Ouais, Striker, c'est encore plus simple que ce que je vais montrer aujourd'hui. Donc, le mutation testing, ça nous permet de quoi? Ça va nous permettre de répondre à cette problématique de mesure de la qualité de nos tests. On a réellement un moyen de visualiser, on va dire, notre couverture de code avec ce qu'on appelle communément le code coverage. On peut avoir des métriques de line coverage, de branch coverage, en fonction de nos outils. Donc l'idée, c'est line coverage, c'est le nombre de lignes qui sont couvertes par des tests, et le branch coverage, le nombre, on va dire, de branches également. Les embranchements, donc les switches, les if, enfin, tout ce que vous voyez en termes d'instruction. On peut parler de fiabilité. Moi, je préfère parler de qualité, on verra pourquoi. C'est intéressant. Fiabilité, qualité, ouais. Les deux, en fait, oui, les deux vont de pair, je te rejoins. Et l'idée du mutation testing, c'est réellement de mesurer la fiabilité de nos tests. On va dire ça comme ça. La fiabilité de nos tests. Comment ça va se passer en fait, le mutation testing? Et là, je vous fais un petit cours théorique juste là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est un outil de mutation testing, ou bien vous, en tant que mutator, on va appeler ça comme ça. Vous pouvez vous avez du code de production qui est sous test. Et pour vous rassurer sur la qualité de vos tests, ce que vous pouvez faire, c'est introduire des mutants dans votre code de production. Un mutant, ça correspond à quoi? Ça correspond à changer une instruction. Si vous avez un code coverage de 100% et que vous changez une instruction et qu'il n'y a aucun test qui échoue, bah, c'est que potentiellement vous avez un problème dans vos tests. Et donc le principe du mutation testing, ça va être réellement de détecter ça. Un outil comme PyTest, que je vais vous montrer juste après, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir ce qu'on appelle un pool de mutations. Donc il va dire, si je rencontre ça dans le code, je vais être en capacité de faire ça, ça ou ça. Donc il va réellement muter votre code de production. Il va générer réellement pour chaque endroit, pour chaque emplacement où le code est mutable, où une mutation peut être introduite, il va vous générer ce qu'on appelle un mutant. Et sur base de ce mutant-là, en fait, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va essayer de tuer le mutant. Donc pour chaque mutant, il faut voir c'est une version mutée de votre code de production. Et il va relancer les tests pour chaque mutant généré. L'idée, c'est qu'une fois qu'il a essayé de tuer le mutant, il va regarder si le mutant il a survécu. S'il a survécu, c'est qu'on a un problème de qualité sur nos assertions, on a un problème de qualité sur nos tests, sur ce qui est couvert en termes de tests. Donc c'est vraiment ça l'idée. Donc si on prend ce petit exemple-là, on a une fonction en Scala qui s'appelle isLong, qui prend un string input et qui va juste renvoyer si la longueur de ce string est supérieure à 5. Bah, un outil de mutation comme on va voir aujourd'hui, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer sur base de ce petit code-là 3 mutants. Un mutant supérieur ou égal, un mutant inférieur, un mutant égal. Donc ça va permettre réellement de challenger un petit peu notre couverture et la qualité réellement et la fiabilité de notre filet de sécurité. Donc je vais vous le montrer je vais vous le montrer ici. Hop. Comment ça se passe pour mettre en place du mutation testing sur un. Tac, je vais virer le target. Comment ça se passe pour mettre en place du mutation testing en Java, par exemple? Voilà, c'est un POM. Ça va être la même chose en Maven. Donc, il suffit juste d'ajouter PyTest. Donc, c'est un plugin, un Maven plugin. Hop, je ne pipote pas, hein, il est là. Qui va contenir quelques actions, on va dire. Super simple, du coup. Il suffit d'avoir des tests unitaires. Et là, je vais le lancer. Là, je suis sur du code. À la limite, on s'en moque un peu du contexte. Je ne vais pas trop vous expliquer le contexte, mais ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir. Ah, j'ai fait des mots. Alors pour l'avoir testé, si vous avez une base de test qui est déjà assez costaud, voilà, vous avez plusieurs dizaines, milliers de lignes de code et une couverture de code à 60-70, ça peut y avoir un effet pas déprimant, mais ça peut faire un petit choc parce que c'est possible que vous ayez tout d'un coup une sensation que en fait beaucoup de tests sont pas tués, passent quand même avec les mutations. Donc voilà, peut-être la première fois qu'on le lance, on peut avoir ce petit effet purée. Moi, Ouais. j'ai déjà eu des gens qui m'ont fait ce retour d'expérience-là. Bon, une fois qu'on a accepté ça, on travaille à améliorer le truc. Mais c'est vrai que ça peut être assez impressionnant ouais, au début, je trouve.
Ouais, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est, je vais pas vous faire tout l'historique du truc, mais en gros ici, je l'ai fait sur Gilded Rose. On a couvert à 100% durant un exercice, on a couvert à 100% du code legacy, donc réellement le Gilded Rose, avec ce qu'on appelle de l'approval testing. On s'est posé la question, est-ce qu'on est confiant maintenant pour refactorer ou faire évoluer ce code qui est vraiment cracra, pour ceux qui le connaissent, c'est un kata qui est bien connu, Gilded Rose, avec une imbrication et une complexité cyclomatique qui est assez élevée. Et on s'était dit, enfin l'équipe m'a dit, elle m'a répondu, ouais, c'est bon, on peut y aller les yeux fermés. Et c'est en ça que je les ai challengés, est-ce que vous en êtes bien sûr? Et ce qui est intéressant en fait, c'est de voir que, bah, en fait, si on lance un outil de mutation testing, on voit qu'en fait, on avait l'impression d'être couvert à 100%, parce que notre code coverage, il nous le disait, on est couvert à 100%. Et en fait, lui, il a réussi à générer ce qu'on appelle des mutants. Et donc, il a réussi à en générer quand même un petit paquet. On a un score de mutation, en fait, qui est de 78%. Donc, ça veut dire qu'on a clairement des trous dans la raquette sur notre couverture, en fait. Et donc là, c'est vrai, je suis obligé de le faire en PyTest, malheureusement, parce que Striker n'existe pas pour Java. Le rapport PyTest est vraiment dégueulasse par rapport à celui de Striker. Mais l'idée, c'est que le mutation, la PyTest, il va être en capacité de vous sortir ce rapport, il va être en capacité de vous dire par ligne quelle mutation il a pu créer. Donc là, il nous dit en gros, j'ai négationné j'ai négaté la condition, et puis on va dire qu'il l'a inversé. Il s'est rien passé. Il n'y a pas de test qui a échoué. Ici aussi. Donc là, c'est que potentiellement, on a mal identifié les conditions qui nous permettent de passer dans ces branches-là. Donc ces branches, elles sont pas réellement couvertes. En fait. Ça nous permet de détecter potentiellement des cas limites qu'on n'a pas couverts. Ça va potentiellement nous permettre de détecter de nouveaux cas de test. Ça a vraiment des gros avantages et ça va nous permettre aussi de détecter potentiellement des assertions qui sont réellement mal écrites. Si vous faites du test last, donc c'est-à-dire écrire vos tests a posteriori, je vous encourage réellement à mettre en place du mutation testing parce que vous aurez potentiellement des œillères quand vous allez écrire vos. C'est vrai pour n'importe qui. Hein. On a des œillères quand on écrit des tests a posteriori. Et le mutation testing va nous permettre de nous challenger sur ces œillères-là. Et pareil, sur les assertions, il va nous permettre de nous challenger sur les assertions. Est-ce qu'on a bien testé ce qui était intéressant ou pas? Et est-ce qu'on a bien couvert en tout cas le comportement qui était attendu? Je dis ça pour le test last parce que si vous faites du TDD, donc du Test Driven Development ou Test First, peu importe comment vous l'appelez, si vous faites du Test First, vous verrez qu'en fait, vous allez introduire beaucoup moins de mutants parce qu'en fait, vous allez souvent partir des assertions et puis en fait, vous allez écrire juste le code de production nécessaire pour faire passer vos tests ouverts. Donc, vous allez générer beaucoup moins de mutants qu'en faisant du test last. Ouais, c'est plus comme tu dis, si jamais tu reprends sur du legacy, un peu C'est comme ça. ce code-là, bon, c'est un kata, mais bon, là, faut avouer aussi que cette méthode n'est pas simple à tester ligne par ligne. Mais oui, effectivement, je suis d'accord. Et comme dit Johan, c'est vrai que ça peut prendre un certain temps d'exécution aussi, j'imagine, parce que tu instrumentes un peu le code. Alors, c'est peut-être une petite overhead qui n'est pas fondamentalement énorme, mais je pense que sur des grosses bases de code, ça peut quand même rallonger un peu le. Ouais, clairement, ça prend du temps. Si vous avez des tests d'intégration, Ouais. mettez-les à part parce que clairement, si vous lancez un contexte Spring Boot ou un contexte ASP.NET sur chaque test, ça va être très très compliqué. Donc, je vous recommande fortement de l'automatiser, mais peut-être dans un pipeline différent. Peut-être mettez pas ça dans votre pipeline continue si vous voulez faire des tests d'intégration mutés. Et c'est intéressant, là, le rapport PyTest, il montre pas le branch coverage? Pas PyTest, non. D'accord, mais d'autres le font? Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis là. Dépendant de vos langages, dépendant de vos outils. PyTest, il va pas couvrir, lui, il va juste faire du line coverage. Ok. Par défaut, je pense pas qu'on ait moyen de le customiser. C'est pour ça que j'ai mis ce petit diagramme ici. Ça, je l'ai fait avec IntelliJ. IntelliJ, lui, va vous calculer aussi le branch coverage, il est en capacité de le faire. Après, il y a d'autres outils, Cobertura et compagnie, qui vont le faire aussi, mais de base, PyTest le fait pas, non. D'accord. Et du coup, c'est aussi une question que pose Jean dans le chat. C'est impossible d'automatiser le mutation testing si on n'utilise pas d'outils? C'est-à-dire, tu peux le faire manuellement, en fait. Hein. Ouais. Je vous encourage même à vous poser la question, quand vous écrivez des tests, si vous le faites a posteriori, essayez de muter votre code de prod et de voir si le test échoue, en fait. Oui. C'est plus long. Ça se fait, mais voilà. C'est plus long, mais ça se fait, en fait. Vraiment, et puis, une question, moi, que je me pose à chaque fois,
moi, je me pose toujours la question de la fiabilité de mon test et je me dis, si je ne l'ai pas vu échouer au moins une fois, bah, je ne peux pas lui faire confiance en fait. Donc, posez-vous la question aussi, si vous avez toujours eu votre test ouvert, introduisez un mutant à la main. Voilà, je vais en introduire un, on va voir ce que ça donne. Hein. Je vais essayer de péter mon test. Normalement, ça devrait péter, j'imagine. Ici, si je fais allez, ici, au lieu du plus, je mets un moins. Donc là, j'ai introduit un mutant manuellement. On va lancer le test. Bon, le test est un peu particulier ici. C'est de l'approval testing avec de la combinatoire, mais bref, on va voir s'il échoue. Ok, donc il échoue bien. Donc on peut faire comme ça, à chaque fois je fais un revert et puis j'essaye en introduisant un nouveau mutant, etc. Ça me permet de me conforter sur la qualité de mon test en fait. Donc si tu veux pas l'automatiser ou si tu ne peux pas l'automatiser, tu peux le faire comme ça. Sachant qu'il y a des outils pour à peu près tous les langages. Striker, effectivement, c'est mon préféré quand je suis sur un stack.net et en TypeScript ou JS d'ailleurs. Et en Scala aussi, tu diras. Dans ces trois langages-là où c'est possible d'utiliser Striker. En Java, on n'a pas PyTest. Je crois qu'il y en a un autre, mais quand je l'avais essayé, je ne sais plus comment il s'appelle. Quand je l'avais essayé, il n'était pas très au point. C'est PyTest le plus connu, le plus utilisé, utilisable, on va dire, à l'heure actuelle. Et toi, quand tu démarres un projet from scratch TDD, du coup, tu le mets quand même, le mutation testing, ou justement par rapport à ce que tu disais, tu estimes que c'est pas pertinent, a priori, parce que tu es un peu mieux drivé? Alors si, et pour ça, je vous invite à regarder, c'est pareil, ça sera sur le board. On a fait tout un kata avec l'ami Guillaume, qui s'appelle Extreme TDD Monikata, dans lequel on introduit ces principes de mutation testing dès le départ, parce on simule qu'on reprend une code base qui n'a pas été écrite en TDD, une toute petite, et on voit déjà qu'il y a des mutants sur une toute petite code base. Et à un moment donné, durant le kata, vous verrez, c'est documenté, on fait plusieurs étapes. Et durant le kata, en fait, à un moment donné, on se repose et on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas quand même introduit des mutants? Et donc, on le reteste et on voit qu'on a quand même, malgré tout, malgré l'utilisation de TDD, on voit que le mutation testing est en capacité, notre outil qui était Striker ici, est en capacité de générer un mutant. Alors, c'est un mutant de type LinQ, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un mutant dans une lambda. Le cas, en fait, ne peut pas arriver dans le code de production. Donc, ça demande quand même d'aller vérifier les mutations qui sont générées par l'outil en fait. Il faut pas prendre comme target, et ça c'est vrai aussi, je vous invite à y réfléchir en tout cas. De mon point de vue en tout cas, c'est vrai aussi pour le code coverage, n'essayez pas d'avoir des scores qui sont à 100%. Ça n'a pas forcément de sens. Il y a des moments où on va prendre des trade-offs, il y a des mutants qu'on peut laisser vivre dans notre code en fait. Il y a des mutants qui font pas de sens. Typiquement, il va peut-être vous muter, je sais pas moi, le détail d'une exception, il va vous muter le message. Est-ce que vous avez réellement envie de tester le message des exceptions dans tous vos tests? Je sais pas si ça fait du sens. Il faut toujours se poser des questions en fait. Oui, tout à fait. Ouais, il y a un temps d'analyse, effectivement, bien dit, Johan. Ouais, il y a toujours un temps d'analyse du rapport. C'est pas magique. Il y a besoin d'une intelligence humaine en fait. Et d'ailleurs, je dis pas de bêtises en disant que là, ce que tu nous montres, tu pourras le partager publiquement, ce lien, ou c'est... Ouais, je vous envoie tous les liens là juste après. D'accord, On ça le fera à marche. la fin. Ouais, j'envoie C'était tous une les question liens. aussi qu'il y avait dans le chat, donc... Ouais, nickel. Jean, pour te répondre, le mutation testing, admettons qu'on teste toutes les règles métiers, le mutation testing n'apprendrait rien car toutes les conditions seraient déjà testées. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, il n'arriverait pas à générer de mutants, en fait, parce que si tu as couvert réellement tout ton code de prod, enfin, partout, il pourrait générer des mutants, là où il y a des conditions, là où il pourrait retirer des instructions, etc. Il n'arriverait pas à générer un mutant. Donc, il y aura aucun mutant qui réussirait à survivre. C'est l'idéal, hein. Oui, C'est l'idéal. c'est sûr. Et donc ça, je vous invite réellement à le tester. Comme vous l'avez vu, ça peut aller très vite à mettre en œuvre. Si vous utilisez Striker, c'est encore plus rapide parce que c'est juste en ligne de commande. Ça prend vraiment 3 secondes à mettre en place. Vous faites une première idée, vous voyez un peu ce qui ressort. Et quand vous travaillez sur du code legacy, là, je l'ai pris le cas sur le Gilded Rose, je vous invite à vous dire, OK, je suis sur mon code legacy, j'ai réussi à couvrir mon code de prod avant de faire un refactor ou avant d'intégrer une nouvelle fonctionnalité. Comment je fais pour aller plus loin et comment je fais pour valider que j'ai pas de mutants en fait dans mes tests, enfin, il n'y a pas de mutants qui sont introductibles dans le code de production que je catche pas dans mes tests. Je vous invite réellement à mettre en place du mutation testing et à vous dire, en fait, dès qu'il y a de lancer le mutation testing, d'aller voir pour chaque ligne rouge et de rajouter réellement un nouveau cas de test dans votre code de test. Et de faire comme ça, d'améliorer votre compréhension du business et d'améliorer votre compréhension du code de production actuel
et d'itérer, de faire des boucles de feedback en fait avec le rapport de mutation. Ouais, le kata guide Hydrose, effectivement. Merci Johan. Ouais. Bien. Il s'y prête vachement bien. Ouais. Bah, je l'ai pris à Emily Bach, celle qui l'avait détaillé dans un atelier. Ouais. Il est vraiment cool pour présenter comment faire de l'approval testing. Je trouve qu'il se prête vraiment bien à faire du mutation testing également. Parce que tu as vraiment le sentiment que tu as tout couvert et puis à la fin, en fait, tu te fais challenger par l'outil. En fait. Ça va pour ce sujet? Bah, je pense que, j'espère, enfin, pour moi, c'est top. J'espère que pour les personnes qui découvrent, c'est plus clair. Il y a du pouce en l'air, donc apparemment, ça va. Parfait. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à un truc qui me tient à cœur et que vous avez remonté. Ouais. Vous avez parlé de. C'était quoi la question? Je ne l'ai plus forcément en tête. Alors, J'arrête il y de voir sur a l'image. sur ceux qui arrivent en troisième position ex aequo, tu as le legacy, la compréhension commune, expert technique métier, 4 tests Ouais, auxquels j'aurais pas pensé, mieux c'est diffuser la ça. connaissance. Donc, 4 tests auxquels j'ai pas pensé, parce que ça, c'est un truc qui est super puissant et qui n'est pas connu du tout. Et on a l'impression de l'extérieur que c'est réservé à une élite, etc. Enfin, des fois, on a l'impression de ça. Et là, je voudrais réellement vous parler du property-based testing. Alors pareil, dans le chat, si vous avez déjà entendu parler, merci de le dire et puis de voir un peu comment vous l'utilisez, ça pourrait être super intéressant. Mais le property-based testing, c'est réellement quelque chose qui va nous permettre d'identifier et de tester on va dire, d'identifier des cas de tests auxquels on n'a pas forcément pensé. Et en fait, il faut imaginer que quand on écrit des tests, on est réellement dans une approche qu'on appelle example-based, c'est-à-dire qu'on va, sur base d'une feature qu'on va vouloir délivrer, on va identifier des exemples qui vont, qui vont, qui vont nous permettre d'illustrer la fonctionnalité. Et donc, en fait, quand on va faire du TDD en mode example-based, ça nous permettre en fait de dire, je vais détailler des cas de tests, unit ou intégration, sur base de ces exemples qu'on a pu identifier ensemble. Donc les exemples, c'est super cool, c'est trop bien pour se faire une compréhension commune, pour être en capacité de délivrer des fonctionnalités. En revanche, il faut bien comprendre que bah, ces exemples, on ne va pas en créer 1 million par fonctionnalité. On va s'accorder sur un set d'exemples, souvent des cas passants, des cas non passants, qui sont quand même assez limités. Donc c'est réellement ce que j'essaie de représenter ici sur ce diagramme-là. En tout cas, pas moi qui l'ai fait, mais c'est ce qui est représenté ici sur ce diagramme-là. Ce que je voulais mettre en avant, l'exemple best, c'est top. Ça nous permet de valider qu'on est bien, qu'on délivre la bonne fonctionnalité. En revanche, on a une limitation, c'est qu'on ne couvre pas un scope énorme. Et la promesse du property-based testing, c'est réellement d'arriver à se mettre en haut à droite sur ce diagramme-là. Donc, de valider que la feature est bien conforme aux attentes et d'avoir un range de paramètres possibles en entrée qui soit le plus vaste possible. Et donc, pour ça, on va utiliser des mécanismes de génération de valeurs random. Et donc, l'idée derrière le property-based testing, c'est quoi? C'est de passer d'une approche exemple, given des paramètres, when j'appelle tel comportement, j'attends ça, de passer de cette description-là à une notion de propriété. Et une propriété dans le property-based testing, c'est quoi? C'est une propriété au sens invariant. Un invariant, c'est un prédicat, c'est quelque chose qui va nous retourner un booléen, true ou false. Et donc, on va se placer dans cette optique-là. On va essayer d'identifier des propriétés sur base de notre métier. Et ça va nous permettre d'écrire quoi? Ça nous permet d'écrire des tests du genre for all, donc pour n'importe lequel, on va dire, avec n'importe lesquels de ces paramètres random, je définis ma propriété, elle est toujours satisfaite. Et donc l'outil, enfin le but du property-based testing, c'est plus de valider, de faire des assertions réellement sur ce qui est attendu en termes d'output, en termes d'outcome, mais c'est réellement de valider que la propriété est toujours vraie et d'essayer de détecter, en tout cas le moteur de property-based testing, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver des exemples, des paramètres qui vont falsifier la propriété. Je vais prendre un exemple concret, je vais le coder un truc vite fait pour que vous le compreniez, mais en gros, si on pense à notre calculatrice, exemple foireux bidon, on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je ne pense pas que vous ayez à coder une calculatrice tous les jours. Mais imaginons qu'on ait à implémenter une méthode qui s'appelle add. Si on fait un échantillonnage et donc on décrit des exemples, on va potentiellement avoir des cas d'exemple du genre quand j'ajoute 2 et 2, bah, je m'attends à avoir 4, etc., etc. Et en fait, si on pense en termes de propriété, là c'est très simple.
on va vouloir identifier des propriétés arithmétiques de l'addition. Bah là, on les connaît tous depuis l'école. On va pouvoir identifier la commutativité, l'associativité et l'identité. Et donc, on va pouvoir les détailler de cette manière-là. On va dire l'opération add est commutative. Ça veut dire qu'elle prend quoi en entrée? Ça veut dire qu'elle prend un x et un y de type integer. Et ça veut dire quoi? C'est quoi la définition de la commutativité? Bah, ça veut dire si j'ajoute x et y, je devrais avoir le même résultat que si j'ajoute y et x. Et c'est ce qu'on va écrire en termes de propriété. Alors, comment ça marche ici? Il y a une petite subtilité. Hein. Vous voyez des annotations pour ceux ou celles qui font du Java. On va utiliser potentiellement des outils comme JUnit QuickCheck et on va décorer nos méthodes de test avec addProperty. Et en fait, c'est le moteur de QuickCheck qui va faire tourner notre test, qui va en fait nous injecter des valeurs random x et y. Ça nous permet de quoi? Ça nous permet, lui, vu qu'il y a une mécanique interne de shrinking, ça va lui permettre d'aller tester des valeurs à la limite. On va dire, lui va potentiellement essayer de nous passer des trucs genre, si on travaille sur un univers qui est les integers, il va potentiellement passer max integer, min integer, 0, moins quelque chose, etc. etc. Selon un nombre d'itérations que tu peux fixer toi, ou c'est lui qui le... Par défaut, en général, c'est autour de 1000. D'accord. En gros, lui, il faut voir un test de propriété. En gros, ça équivaudrait à 1000 tests d'exemple. Et avec à chaque fois des valeurs random qui sont générées. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais le faire en live sur un cas de test. Je ne sais pas si on a le temps, on peut aller jusqu'à Ouais, 25. on peut déborder à 30, enfin on peut jusqu'à 30. Hein. Ok. Petite question de Joanne qui demande, est-ce que le terme fuzzy, ça fait partie de ça? Est-ce que c'est lié au test aussi? Alors, c'est lié au test. Ouais. Faire du fuzzing, c'est, on va dire, ouais, c'est encore un peu différent. C'est utiliser des valeurs random. Moi, en général, j'utilise des fuzzieurs. Typiquement, c'est un autre pattern qui va se trouver à droite. Dans les tests data builder, typiquement, j'utilise des fuzzieurs. Donc, c'est quelque chose qui est en capacité de me générer des valeurs random. Et je l'utilise pourquoi? Pour dire tout ce qui n'est pas impacté, tout ce qui n'influe pas sur mes résultats de test, je le génère de cette manière-là. Comme ça, je l'identifie très facilement. Et puis, typiquement des strings, il y a rarement des trucs hard-codés dans votre code qui disent si c'est Johan Thiron, je fais un virement d'1 million à chaque fois que quelqu'un fait un virement. Quoi. Voilà. J'espère que vous faites pas ça. Ouais, c'est genre un truc, tu as besoin d'une data, mais en fait, tu t'en fiches, donc Moi, j'utilise de cette manière-là. Après, le fuzzing, il y a moyen d'aller plus loin, mais moi, D'accord. j'utilise comme ça, en tout cas, le mécanisme de fuzzing. Ouais, tout à fait. Ok, cool. Donc, démo, du coup, tu disais? Démo, ouais. Coupé, ouais. Non, mais on va dire que là, j'ai fait une implémentation, je suis tout fier de moi. Je suis vachement content. J'ai fait un roman numéral. J'ai fait des tests unitaires. Là, j'ai des tests. Je vais pas vous pipoter, hein, je vais les faire passer. J'ai une implémentation de roman numéral. Donc, réellement, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir. J'ai une méthode convert qui prend un entier en entrée et qui va en fait me retourner sa représentation en chiffres romains. Ok. Bon, le kata assez classique, hein, mais Ouais, mais pour vous toujours un montrer peu à quel chiant à point. faire. Donc, Un peu chiant, j'avoue qu'il est un peu chiant à coder. Si vous le faites en TDD, il y a plein de choses à apprendre, c'est super intéressant en termes de triangulation, en termes d'identification de cas limites, etc. Et en termes d'example mapping aussi, ça serait intéressant qu'on en parle dans une autre session. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait mon implémentation. J'ai identifié des cas de tests. Ils sont ici, c'est ce qu'on appelle des tests paramétrisés, peu importe. Donc, je définis pour 1, je m'attends à avoir I, pour 5, je m'attends à avoir B, pour 100, je m'attends à avoir C, etc., etc. Donc, je vous ai dit, hein, les tests sont verts. Vous avez vu passer, j'imagine. Ils sont où? Comment il est? Voilà. Il me les a virés. on les a vus pendant un temps. Ouais, j'ai dû fermer. Ok, je vais les laisser en dessous. Je ne le retrouvais pas. Je pouvais y avoir foutu la fenêtre. Donc, ils sont verts. Donc, je suis plutôt fier de moi. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser réellement le property-based testing pour définir une propriété. Et là, en fait, le plus dur quand on veut faire du property-based testing, c'est de se dire, et encore pire a fortiori, hein, a priori, je veux dire, quelles sont les propriétés que je peux identifier sur mon métier, sur mon business. Ça, c'est assez complexe, en fait. Là, typiquement, qu'est-ce que vous arriveriez à trouver? Je ne sais pas si quelqu'un a une idée. Comme propriété. Qu'est-ce qu'il y a comme propriété observable de cet algorithme? Je vais un peu parler d'algorithme. Je vais vous le faire. Hop. Ouais, je vois que Joanne tape. Je laisse juste répondre. Hop, hop.
une valeur diff de celle attendue. Ouais, potentiellement, exactement. En termes de caractère, exactement, ouais. En fait, une propriété qu'on peut identifier, c'est ça. Si on est dans un range qui est valide, ici on a limité, enfin les nombres romains ils sont limités entre 1 et 3999. Donc on va dire que si on travaille sur cet ensemble-là, on devrait avoir en sortie des caractères qui sont dans la liste des caractères autorisés. Donc I, V, X, L, C, D et M. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrire cette propriété-là. Unvalid characters for valid integer. Hop. Ici, je ne vais pas utiliser JUnit Quick Check, je vais utiliser une librairie qui s'appelle Wavertest. Pourquoi? Parce que je préfère, tout simplement. Je vais décrire cette propriété-là. Donc, en Wavertest, on a une notion de property. On l'a définie en lui mettant un nom. Je ne vais pas m'embêter pour ne pas perdre de temps. Hop, définir comme ça. Je ne vous invite pas à faire ça, mais juste ici. Et ensuite, on va y définir, on va dire for all valid int ou all valid integers. Voilà, mes doigts fourches. For all valid integers, such that, et c'est là où on va réellement définir la propriété. Donc la propriété, comme vous voyez, c'est une checked function de 1, donc c'est ici de 1 parce que je vais prendre qu'un seul argument, et qui va retourner un booléen, donc c'est un prédicat. Donc, je vais le décrire ici, donc ça va me passer un x en gros, et je vais lui définir contains only valid, j'ai vraiment les doigts qui fourchent, characters. Donc mon x doit contenir uniquement des caractères qui soient valides. Ok, on va déjà laisser ça comme ça. Donc ici, je vais juste générer ce qui me va bien. Hop, on va appeler ça, ça va être un arbitrary. Je vais pas aller dans le détail de la lib, mais en gros, ici, il va y avoir un arbitrary qui va en fait être défini de cette manière-là. Donc mon ensemble, l'ensemble sur lequel je veux travailler, c'est l'ensemble des entiers valides. Donc des entiers ici qui vont être compris entre 1 et 3900 à 3990. Et ici, c'est plein ce qui va un arbitrary. Ok. Ensuite, je vais générer cette fonction. Hop. By the way, si vous n'utilisez pas votre IDE de cette manière-là, je vous invite réellement à essayer de prototyper, comme j'ai fait là, et à générer le code depuis votre IDE. Vous serez quitte vous allez voir l'impact que ça peut avoir. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vous invite à le faire si vous ne le faites pas déjà. Donc, on va valider que le test fail bien. Ah, il ne fail pas. Bizarre. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit toujours, ne vous faites pas confiance. Je ne me fais pas confiance. Je suis un humain, je me fais zéro confiance. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, il faut appeler check. En fait, il y a une petite glue à mettre entre JUnit et puis Wavertest. Ah, mais ça marche toujours pas. Mais ta méthode, elle n'est pas appelée? Si. À quel moment? Elle a appelé, en fait, c'est un test. C'est un test JUnit. On est obligé de faire une petite plomberie. On est obligé d'appeler check. Donc, check va, en fait, appeler notre propriété. Et ensuite, on est obligé de faire un assert pour qu'il y ait réellement une assertion qui soit faite. Il y a un assert true, en fait, qui est à l'intérieur du assert issatisfying. C'est la petite glue qu'il y a avec Wavertest. Bref, c'est. D'accord. Donc là, ma propriété, elle fail. Et en fait, ce que ça me dit, c'est que Wavertest va me remonter un truc, il va me dire j'ai falsifié ta propriété, il y a 0 tests qui sont passés. Il me dit la première valeur que je lui ai injectée, 1468, c'était déjà faux. Et pour vous montrer à quel point c'est random, arbitraire, on va dire, j'utilise le terme arbitraire. Voilà, j'ai 2014 maintenant, si je le relance, j'ai 1069, etc., etc. Ok, donc là je suis plutôt pas mal. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais tricher pour aller plus vite. Je vais pas taper, si je peux taper, ça sert rien. Ici, je vais appeler Roman numerals.convert de x. Et en fait, ici, ce que je veux tester, c'est, je vais filtrer, en fait, je vais dire Roman, donc la représentation de la représentation au nombre romain contient bien les caractères voulus. Donc ici, je vais faire .matches. Et je voulais juste la regex parce que je suis vraiment pas bon pour retaper ça. Et j'ai pas envie de me planter dans les caractères en fait. Je vais juste la prendre, désolé. Elle est où? Hop. On va voir le résultat. Et je vous montrerai autre chose aussi qui est intéressant. En tout cas de mon point de vue. Voilà. Je vais juste éviter de retaper les caractères pour me planter. Hop. Et ici, point, il se présente. Ok. C'est pareil, c'est de la subtilité. J'utilise un optional ici sur Convert.
le filter il se présente, c'est une subtilité, c'est juste pour valider que la regex en tout cas est bien valide. Donc maintenant, si je relance mon test, c'est là où ça va devenir réellement intéressant. Hop. Ah, on voit que notre cher Vavertest, il a réussi à en faire passer 7. Et au bout du 7e, il a réussi à trouver une valeur il a réussi à falsifier la propriété. Donc ça veut dire qu'il a réussi à trouver une valeur pour laquelle ce contains only valid character n'est pas vrai. Si vous le relancez, je vous encourage pas à le faire hein, si vous utilisez du property-based testing. Si vous le relancez, vous aurez toujours des valeurs différentes. Vous voyez ici, il l'a réussi 6 fois, et après il a 1977, etc., etc. Donc ce que je vous invite à faire, c'est une fois qu'un test de propriété échoue, c'est d'isoler ce test, d'isoler la valeur qui a été détectée et en faire vraiment un cas de test unitaire. Et là, j'ai besoin de vous. Qui est expert en nombres romains? Ça nous fait quoi, 1977? Serait quoi la valeur attendue? Et bonne question. Alors, ça serait M. Non, CM. CM. Non, c'est quoi déjà? Je dirais M après MCM 1900. Ah, on a un expert, trop bien. Merci Marc. Merci Marc. Avec qui de trop réfléchir. Compte sur toi là. Ok, donc maintenant je vais lancer mes tests unitaires et on va voir ce qu'ils nous disent. Je montre l'isolation de cette manière-là. Sachez aussi que des librairies comme QuickCheck ou Vavertest sont en capacité de vous rejouer un lancement. En fait, ici, il doit vous générer. Ah, il le fait pas de base. QuickCheck, il va vous générer un ID en fait. Il faut voir ça, une espèce de clé, et vous pourrez rejouer exactement le même run sur base de cet ID-là. En gros, si je le fais succinctement. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit le test unitaire? Ah, si je ne vais pas sur lui, voilà, il est là. Ah, ça va être intéressant. Là, il nous dit, tu t'attends à avoir expecting versus actuel. Donc, tu t'attends à avoir ça, mais en réalité, tu as eu ça. Ah, c'est intéressant, là. Il y a un caractère clairement qui n'est pas, qui est pas dans notre liste. C'est le deuxième, là, le F. Ouais, le F. Ça existe, Effectivement. F? Non, ça n'existe pas. Et donc là, c'est là où c'est super intéressant. C'est que moi, j'avais l'impression d'avoir super bien couvert mon code. Je n'ai pas runné mon code coverage ni mon branch coverage, mais j'étais à 100%, ça je vous le garantis. Et là, en fait, on voit qu'en mettant en place la propriété, ça m'a permis d'identifier un blind spot, un cas de test que je n'avais pas du tout couvert et que je n'avais pas du tout anticipé. Parce qu'on est sur un range qui est quand même assez large, hein, 1 à 3999. Dans nos cas de test réels, c'est beaucoup plus large que ça, mais ça l'illustre parfaitement, je trouve, dans le Roman numeral. Et en fait, si je vais voir un petit peu mon implémentation, je vous la fais courte. Et ici, j'ai fait une faute de frappe. Ah ouais, mais ça, c'est du romain ancien, ça. C'est aussi, toi, tu parles un dialecte spécial. J'ai fait une faute de frappe dans l'implémentation, en fait. Donc, j'ai un mauvais mapping entre la valeur 900 entre la valeur 900 et sa représentation en nombre romain. Ce qui fait qu'en fait, mon cas particulier de 900, il est mal traité, il est mal couvert. En fait, ce genre d'erreur, si on y pense, on n'est jamais à l'abri de les faire. Et je pense qu'on en fait malheureusement assez régulièrement parce qu'on reste des humains. Alors, pourquoi je disais ça peut être super intéressant de vous montrer autre chose? Parce que nos outils d'IA maintenant, je l'avais encore, je l'ai testé, je vais juste rejouer hier parce que j'avais un petit problème de licence, enfin de rate. Donc lui, ce qu'il va être en capacité de faire, là j'ai utilisé CodeGPT, donc c'est déjà ChatGPT. Lui, ce qu'il va être en capacité de faire, ce petit malin, vu qu'il contextualise très bien les choses, il va être en capacité de vous trouver l'erreur, le bug dans ce code-là. Je peux même aller plus loin. Dans ce code-là, ce code-là aussi contient des erreurs. Et lui, il va vous identifier aussi des bugs. C'est en ça que l'IA va être en train de révolutionner quand même pas mal notre métier. Parce que ici, avec le property-based testing, clairement, j'ai identifié, mais mon assistant a pu le détecter aussi, quoi. Et là, en fait, si je vais plus loin, en fait, il va se rendre compte qu'ici, si je lui envoie une valeur négative, il va me retourner, il va potentiellement essayer de me la traiter alors qu'il ne devrait pas la traiter. Ce code-là, je ne vais pas le refactorer devant vous, mais si j'ajoutais une deuxième propriété qui serait, si en fait, si je travaille sur un range qui n'est pas valide, donc des nombres, des integers qui sont en dessous de 1 ou qui sont au-dessus de 3999, ça doit me retourner aussi vide. Ça ne doit pas essayer de l'implémenter. Donc le code de prod, à la fin, une fois qu'on a utilisé nos propriétés, on va pouvoir affiner notre algorithme et notre algo, à la fin, en fait, il ressemble à ça.
On a juste besoin de poser 2 propriétés comme ça, avec convert, isValidNumber, on convertit, sinon on retourne empty. Ok. Donc, le property-based testing, c'est réellement ça. J'ai fait une vidéo aussi sur ce cas d'exemple, donc si vous voulez le voir plus en détail, pareil, ça sera sur le board. Et il y a un truc aussi qui est super intéressant avec le property-based testing. Demain, imaginons que vous voulez faire une version 2 de votre algo. Vous avez envie de l'optimiser, mais vous avez envie que les gens continuent d'utiliser votre première version. Ce que je vous encourage à faire, on va juste vérifier peut-être, il faut que je puisse passer au vert quand même pour le faire. Mais... Ce que je vous invite à faire, c'est aussi d'utiliser les propriétés pour essayer d'affiner ou de refactorer un algorithme. Comment ça peut marcher? En fait, je vous invite à vous dire, si demain je veux implémenter une V2 de mon Roman numerals, hop, j'écrirai une propriété qui serait en fait ça. Ouais, je vais juste faire un port. Qui serait ça? Qui serait de dire f de x, donc ma méthode de conversion actuelle, son résultat devrait être égal au résultat de ma nouvelle version. À la limite, on s'en fout des valeurs qui sont passées en entrée, on s'en fout du résultat. Tout ce qu'on veut, c'est que le nouvel algorithme retourne exactement la même chose. Et donc, cette propriété-là, f de x égale new f de x, en fait, on peut l'implémenter dès qu'on va faire un refactoring. Donc, je vous invite à réfléchir, en fait, quand vous allez vouloir refactorer une fonction, quand vous allez vouloir refactorer une classe, de vous poser la question, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je mette une propriété qui va potentiellement m'aider à découvrir des cas limites que je n'aurais pas identifiés et qui va me garantir que je vais avoir le même résultat que la version actuelle. Si je pourrais générer ma V2 et puis itérer dessus, etc., etc. Et juste, sans me focaliser sur les 4 tests, mais réellement juste en me focalisant que l'output est bien la même. Et même si le Roman numerals V1 n'était pas couvert par des tests unitaires, en fait, si c'est ce qui est si le business est content avec ça, j'ai pas besoin de me soucier de ce qui est ressorti. J'ai juste besoin de me mettre le focus réellement sur comment je fais pour améliorer la version existante. Donc ça, si vous travaillez sur du code legacy que vous comprenez pas et qui est plutôt orienté retour de valeur, on va dire, vous pouvez réellement l'écrire, vous faire une compréhension commune, une compréhension réellement de l'algorithme et du business en travaillant sur la nouvelle version du code, en ayant des choses qui soient mieux nommées, des choses qui soient des petites fonctions qui soient très parlantes pour vous. Et une fois que vous avez réussi à avoir de la confiance vis-à-vis de votre nouvel algo, vous pouvez complètement décommissionner l'ancien et identifier des cas de test qui font du sens. Et vraiment traiter là par l'exemple, en fait. Ouais, c'est hyper intéressant, ouais, parce qu'en plus, en termes de coût de mise en œuvre, je le rapproche un peu du mutation testing, en fait, parce que ça a l'air assez simple et c'est juste une réflexion nouvelle à avoir, qu'on n'a pas forcément l'habitude. C'est extraire les propriétés de notre code, enfin de ce qu'on écrit, de nos algos, et ça, je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante, quoi, qui Ouais, change un peu, qui amène. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant. Il y avait une question ouais, d'ailleurs rapidement avant que je l'oublie. Est-ce que vas-y. tu as un framework en .NET qui permet de faire du PBT justement? Yes, alors en .NET, ça va être FSCheck. C'est une version F FS. Sharp, donc des fois c'est un peu pas super à d'utilisation, parce qu'il faut utiliser des listes C Sharp ou ce genre de choses, donc il faut aller un peu Ouais. entre le monde C Sharp et le monde .NET. Donc, des fois il y a des toList ou des to F Sharp list à mettre, mais c'est pas trop mal, c'est vraiment pas mal foutu. C'est Ok. toujours la même idée. Et, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que toutes les libs, ou en tout cas la majeure partie des libs, s'appuient sur QuickCheck, qui est une librairie qui est développée en Haskell. Ok. Pour ça, je mettais en préambule, souvent le property-based testing, si vous en entendez parler, si vous en avez entendu parler, c'est potentiellement autour du monde fonctionnel, parce que c'est vraiment des choses qu'on voit dans le monde fonctionnel. Mais et souvent, on en parle ils en parlent, en tout cas, il y a une espèce de mystification du truc, mais réellement, ça peut nous aider au quotidien. Et c'est super simple, en fait, en termes d'utilisation, et c'est réellement utilisable. Le plus dur, c'est d'identifier des propriétés à tester. Et là-dessus, il y a des warnings quand même, hein. Moi, je l'ai testé dans le monde, enfin, je l'ai utilisé, plus que testé, hein, je l'ai utilisé dans le monde réel, dans l'environnement bancaire. Ce que j'ai pu voir, c'est que les gens, ils ont tendance à remettre la même logique dans le code des propriétés que dans le code de prod. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Si vous commencez à avoir de l'algorithmique, de la prise de décision dans vos propriétés, c'est que vous les avez clairement mal identifiées, quoi. Et il y a vraiment des cas, en tout cas, sur lesquels je vous encourage à y réfléchir. Si vous avez besoin de valider l'idempotence, donc de valider que si j'appelle n fois la même méthode sur un objet ou sur, peu importe, la même fonction, j'ai toujours bien le même résultat, ça, vous pouvez facilement le faire. Vous écrivez une propriété qui vous en foutez du résultat, en fait. Vous validez que f de x est bien égal à f de x. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Vous appelez 2 fois uppercase sur un string, en fait, vous aurez le même résultat.
que si vous l'avez appelé qu'une fois. Pareil, si vous faites du round tripping, si vous avez une méthode from to sur la sérialisation, c'est un bon exemple. Je sérialise, je désérialise. Est-ce que j'ai bien la valeur d'origine from de to de x est bien égale à x et ce genre de choses. Là, c'est réellement des exemples où c'est ultra parlant et vous pouvez réellement l'utiliser. Et vous pouvez faire confiance à 100% au property-based testing pour vous aider à découvrir des cas limites, des cas à la marge. Il y avait une remarque de Johan. J'ai raté la temporalité de ta remarque, Johan. Tu parlais de Golden Master. Est-ce que c'est un truc qui te parle, Johan, dans ce contexte? Ouais. Alors dans ce contexte-là, c'est ça qu'on nomme le Golden Master. Non, plutôt le Golden Master, c'est ce que je l'ai pas montré, mais le Golden Master, c'est quand vous allez travailler sur du code legacy et que vous allez utiliser ce qu'on appelle le mécanisme d'approbation, en tout cas de snapshotting ou de vérification. L'idée, c'est quoi? C'est quand on travaille sur du code legacy, c'est de se créer un Golden Master, une source de vérité. C'est de faire un snapshot en se disant, le code legacy à l'heure actuelle, le business est satisfait de ses sorties, est satisfait de comment il se comporte à l'heure actuelle. Donc même s'il est dégueulasse, même s'il est mal conçu, etc., on doit conserver ce comportement-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le paquet sur créer une représentation de comment va se comporter le code de production actuellement avec plein de valeurs différentes. Et c'est ce que va nous permettre de faire des librairies d'approval testing telles que approvals en Java ou verify en C#. Vous aurez le board de toute manière, je l'explique sur le board, et c'est vraiment ça. Golden Master, en fait, c'est la notion de construire ici, je vous en montre un de Golden Master. En fait, ça dit que pour telle valeur en entrée, j'ai telle valeur en sortie, telle valeur en entrée, j'ai telle valeur en sortie. Ça nous permet de faire de la combinatoire et ce genre de choses. De rien, Johan, j'ai plein d'exercices sur le sujet, donc c'est pareil. Si vous voulez aussi en parler à posteriori, n'hésitez pas à me contacter. Il y a pas mal de kata ou de trucs comme ça avec des corrections, si vous avez envie de pratiquer. Si les tests sont déjà exécutés souvent. Ouais. Du coup, Marc disait que si tu les joues tout le temps, c'est pas forcément indispensable. Alors, je n'ai pas forcément d'avis là-dessus personnellement. En fait, le truc, c'est que lui, il va vraiment vous jouer sur. Pour chaque test, en fait, c'est comme si vous aviez utilisé 1000 valeurs différentes. Et c'est en ça que ça peut être super intéressant. Mais je comprends pas trop, du coup, Marc, si tu peux détailler si c'était ça ou pas. Et après, on peut définir aussi dans check, on peut aussi, si lui mettre des valeurs, on peut dire je veux le tester 1 million de fois, par exemple. Ah, quand on n'a pas ce type de framework en C++, ouais, clairement, tu peux. Ouais, ok, donc je comprends mieux. Effectivement, merci. Effectivement. Donc ça existe pas en C++ alors, je sais pas si tu connais un peu les. Là, C++, ça fait trop longtemps que j'en fais plus. Non, j'aurais pas d'input là-dessus. Je sais pas. J'en connais pas en tout cas. Je regardais vite fait. Il y a un truc qui s'appelle Rapid Check, je crois, qui est un clone de Quick Check justement pour C++, qui a l'air d'être un projet pas trop mal maintenu. Donc voilà, si tu as l'occasion, Marc, tu nous feras un feedback, parce que je sais que tu travailles pas mal en C++. J'envoie le lien d'ailleurs s'il y a d'autres personnes qui le font. Ouais, vas-y, à fond. Hop. Et après, ouais, il faut se faire la main, il faut essayer. Je vous invite réellement à tester. C'est comme tout. Ça veut pas dire que, enfin, moi, ce que je présente ici, c'est pas la vérité. Hein, c'est juste, je vous encourage juste à tester, à expérimenter si vous connaissez pas, voir ce que ça dit dans votre contexte, voir si ça vous paraît utile. Et ce que je voulais montrer aussi avec ce kata là de Roman numéral, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. En fait, c'est un peu une promesse mensongère, ce que je vous ai donné tout à l'heure. Je vais revenir dessus. C'est que ici, on ne sera jamais en fait en haut à droite avec juste du property-based testing. Dans le sens où on peut avoir toutes les propriétés qui soient ouvertes, qui soient infalsifiables, mais une implémentation qui ne répond pas forcément à notre besoin métier, quoi. Typiquement, sur le roman numéral, j'aurais pu dire je renvoie tout le temps i, ma propriété avec les caractères valides, elle aurait été correcte. Et là, il faut en fait balancer. Les deux sont complémentaires, exemple et property en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors sur le property testing, tous les katas que je vous enverrai là dans le chat, je vais tout vous envoyer maintenant. Dans les katas, je démontre de l'exemple-based testing sur des choses qui sont plus concrètes, beaucoup moins théoriques que du roman numéral et qui se rapprochent beaucoup plus de ce que vous faites dans la réalité. Sur Extreme TDD, en fait, on travaille sur un portefeuille multi-devises. On fait des calculs sur ce portefeuille, donc c'est des choses qui se rapprochent quand même pas mal de ce qu'on fait en prod. Et sur le kata du bouchonnois, on travaille sur des parties de chasse. Et pareil, sur les parties de chasse, on arrive à identifier des propriétés et on arrive à les écrire.
Et là, j'utilise du FS-Check d'ailleurs. Je l'ai fait en C#, cette partie-là. Donc, Ok, top. je vous envoie tous les liens là dans le chat. Ouais, Et puis, bah super. si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Bon, en tout cas, non, c'était hyper intéressant. Je trouve que le format, enfin, ce que tu as produit, c'est hyper qualitatif. Je pense qu'on a quand même de la chance de pouvoir accéder à ce genre de contenu. Il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, on verra. Peut-être qu'on fera une autre session pour répondre aux autres points, parce que moi aussi, je serais curieux d'en savoir davantage. Mais en tout cas, c'était plutôt. C'était super intéressant. Merci pour tous les liens. Ouais, alors j'ai juste un lien qui est important, Ouais, qui est vas-y. plus. Donc j'ai des liens pub, on va dire. Je donne une formation à la fin, au mois d'octobre, Clean Crafter. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur ces sujets-là, ça sera à Genève. Je sais que ça peut faire loin pour certains, mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a le détail ici. Ça, c'est l'instant pub. Mais en plus intéressant, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets-là, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous ai envoyé qui s'appelle Newsletter ou de flasher ce petit QR code-là. Vous serez spammé, entre guillemets, toutes les semaines avec un mail avec les différentes ressources, avec différentes ressources supplémentaires pour chacun des thèmes et des trucs et astuces. Donc, j'ai une newsletter avec, je pense, une dizaine d'emails sur laquelle vous pouvez vous abonner et vous aurez réellement pour chaque pratique, même qu'on n'a pas vu aujourd'hui, comme example mapping, vous aurez réellement les trucs et astuces, comment dérouler, des katas supplémentaires et ce genre d'informations. Encore différent de ceux que j'ai pu mettre là. Il y a plus de ressources, des ressources d'autres personnes, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, flashez le QR code ou inscrivez-vous sur la newsletter sur le share HS Forms que j'ai envoyé. Il y a juste à mettre son email. C'est du pseudo spam entre guillemets. C'est si vous êtes intéressé, c'est pour aller plus loin sur ces sujets. Je viens de le faire, en tout cas, de mon côté. Parfait, merci. Et puis, n'hésitez pas à suivre Johan sur LinkedIn. Pareil, hein, tu partages régulièrement du contenu assez chouette. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, le bouchonnois, c'est un challenge par semaine. Je viens de créer ce truc-là. Il y a la correction de chaque étape. Il y en a 12 ou 13, je ne sais même plus. Et c'est toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année. Il y a une communication qui est faite sur LinkedIn avec l'explication du challenge de la semaine. Et voilà, si vous avez envie de pratiquer, de voir un petit peu ce qui se cache derrière le refactoring du bouchonnois en C#, il y a plein de pratiques qu'on a vues aujourd'hui et que vous verrez aussi sur le board. Bah, super. Ok. Je crois pas qu'on ait d'autres questions, d'autres remarques. Donc, tous les liens sont là. C'est génial. Tout ce Je qu'il te les renvoie faut. aussi après si tu as besoin Ouais, bien sûr. pour la com YouTube et tout. Ouais, tout à fait. Ouais, je regarde. Le lien mural, il est là aussi. Bon, c'est vrai, donc c'est nickel. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais effectivement, ouais, on mettra tous les liens sur YouTube. Yes. Bah écoute, je crois qu'il est 13h40, un tout petit peu débordé, mais c'est pas grave, on est bien après tout. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à rajouter ou... Non, merci à tous. C'est tout. Merci à tous et à toutes. Ouais. Et c'était toujours cool de partager. J'adore ces webinaires et ces instants de partage. Donc, merci de l'invitation, Cédric. Avec Et plaisir. puis, Écoute, merci d'organiser ça. C'est vraiment cool. Il y a toujours plein de choses intéressantes dans vos tu vois, webinaires Promise. Donc, bah, c'est gentil. Bah, nous aussi, tu vois, on est assez sensible à aller plus loin sur l'amélioration continue, mieux diffuser la connaissance. Ce genre de sujet nous intéresse. Donc, je suis content qu'on y contribue à ces webinaires et je suis content que ça vous ait plu aussi. Et encore une fois, merci pour la qualité du contenu que tu as présenté. C'était vraiment hyper clair et c'était une bonne intro sur tous ces sujets. Donc, voilà. Je te remercie à nouveau et je remercie encore à tous et toutes d'être venus aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra un prochain webinaire. Vous serez informés, bien évidemment, comme chaque semaine ou chaque mois, tout dépend du rythme qu'on va mettre en place à la rentrée. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Faut qu'on retrouve notre rythme aussi. mais en tout cas, ravi d'avoir commencé cette saison avec toi, Yohan. top, ouais. Ciao tout Merci à le monde. toi. Ciao. À bientôt. Merci. Bye bye.